Dans l'épisode précédent, Pietro, l'assassin le plus fort et le plus dangereux de la planète, est trahi par l'organisation qu'il avait loyalement servi pendant des années. Le vieil homme, souffrant d'une maladie mortelle, est traqué par des milliers de chasseurs de primes. Mais par miracle, et alors qu'il était blessé et mourant, le destin lui offrit une seconde chance. Désormais muni de l'expérience d'un vétéran et de la force d'un jeune homme, il fait le serment que sa vengeance sera impitoyable. Déterminé à détruire l'organisation qui l'avait trahi, Pietro savait que la tâche ne serait pas facile. Il avait besoin de renforts, et une seule personne lui venait à l'esprit. Ceci dit, cette personne est extrêmement excentrique, et l'idée de la rencontrer le mettait quelque peu mal à l'aise. Plus tard dans la nuit, Pietro s'approcha d'un bâtiment abandonné. Il y pénétra et vit de nombreuses personnes dormant sur le sol. En passant à travers cette mer de personnes clairement insalubres, il se demandait comment leur nombre augmentait à chaque visite. Il arriva de l'autre côté et examina les affiches sur le mur. C'était quelque part par là, entre les annonces de vente d'organes et ceux des prostituées. Il trouva finalement le mécanisme qu'il cherchait et appuya dessus, révélant un passage secret. Il traversa la porte et descendit les escaliers sombres, jusqu'à atteindre un appartement magnifiquement meublé. Ce n'était pas sa première visite, mais il était toujours étonné par la vue de cette pièce incroyable. Il admira la vue, des fournitures luxueuses et des bouteilles de vin coûteuses, alignées sur les étagères. L'endroit était tout simplement recouvert d'argent. Cependant, il fut rapidement ramené à la réalité lorsqu'il remarqua l'extrémité pointue d'une canne, à quelques centimètres de son cou. Sans tourner la tête, il s'exprima d'un ton calme. C'était plutôt absurde de dépenser autant d'argent pour des objets qu'elle ne pouvait même pas voir. Ces mots étaient destinés à la femme debout à ses côtés, tenant l'extrémité de la canne, pointée sur son cou. Cette dernière semblait aveugle, et le chien l'accompagnant, grognait férocement, montrant les crocs au jeune homme. Entendant la voix de Pietro, un petit sourire apparaît sur le visage de la femme. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas eu à se débarrasser d'un cadavre. D'après son odeur corporelle, il était jeune et ne puait pas l'alcool, comme les mendiants des environs. De plus, son aura meurtrière était trop imposante pour un simple cambrioleur. Exprimant ses doutes à voix haute, elle balança sa canne vers Pietro d'un geste brusque. Il avait été envoyé par le Glory Club, n'est-ce pas? Pietro esquiva de justesse le bout tranchant de la canne, et la femme enchaîna plusieurs attaques visant les points vitaux du jeune homme. Mais Pietro esquiva chaque coup avec aisance, ne semblant faire aucun effort. Son espace de manœuvre était cependant restreint, et il finit par heurter son dos contre un mur. Saisissant cette opportunité, la femme lança sa canne vers Pietro, visant la tête. Mais une fois de plus, il l'esquiva au dernier moment. La canne s'enfonça dans le mur, à quelques centimètres de son visage. Pietro était perplexe. Était-elle réellement aveugle, ne lui laissant aucun moment de répit? La femme sauta en l'air, un coup de pied dévastateur dirigé vers sa cible. Cependant, Pietro en avait assez, et la saisit en plein vol, attrapant son bras et sa jambe. Le rictus de la femme se transforma en expression de surprise lorsqu'elle fut projetée sur le canapé. Sa surprise ne lui fit néanmoins pas perdre ses moyens. Un couteau apparut dans ses mains, son bout tranchant dirigé vers le visage de Pietro. Le bref duel n'avait pas de vainqueur déterminé, mais la femme souriait d'un air confiant. Elle ne pensait pas que le Glory Club avait un jeune homme de son calibre. De plus, elle n'avait ressenti aucune intention de tuer dans son attaque. Hésitait-il à éliminer une femme aveugle? Quel dommage. Aussitôt que sa voix se tut, un grognement sourd se fit entendre derrière Pietro. Alarmé, il tourna la tête, apercevant la gueule grande ouverte du chien, lui sautant à la gorge. Cependant, quelque chose d'inattendu se produit. Le chien féroce qui semblait vouloir déchiqueter Pietro se trouvait désormais sur son dos, appréciant une caresse sur le ventre, tout en remuant la queue, laissant sa propriétaire complètement confuse. Quelques instants plus tard, une bouteille d'alcool ouverte était posée sur la table, et le choc de la femme n'avait pas diminué d'un poil. Elle examinait le visage d'un Pietro exaspéré avec ses mains. Il avait réellement rajeuni, sa peau était lisse, et son odeur de vieil homme avait disparu. Comment était-ce possible? Soudain, elle s'allongea sur le dos par terre. Était-il mort comme ça? Elle voulait essayer. Son chien Mac-King imita son geste, sous le regard confus de Pietro. Voyant que ça ne marchait pas, elle se releva et fixa Pietro d'un regard déterminé. Comment était-il mort? Était-ce un couteau, un pistolet ou peut-être du poison? Son acharnement lui valut un coup au front, la calmant aussitôt. Changeant de sujet, elle lui demanda s'il comptait affronter le Glory Club à lui seul. Comment comptait-il s'y prendre? Pietro répondit avec un sourire. Il comptait infiltrer la grotte du loup. Devant le regard perplexe de la femme, son expression devint sérieuse. L'organisation ne s'arrêterait devant rien pour l'éliminer. Le meilleur moyen de les contrer serait pour lui de devenir
devenir une fois de plus un assassin à leur solde. Entendant cela, la femme était alarmée, et pour une raison étrange, son chien l'était également. Après réflexion, elle réalisa que le plan loufoque du jeune homme pouvait être extrêmement efficace. Il avait rajeuni, et plus personne ne pouvait le reconnaître. Il pouvait ainsi s'infiltrer dans l'organisation, sous une nouvelle identité, et les faire danser dans la paume de sa main, alors qu'il planifiait sa vengeance. Impressionné par son audace, elle le tira par sa cravate, d'un air séducteur, son visage extrêmement proche du sien. Elle était attirée par son caractère effrayant. L'expression de Pietro resta impassible, en lui demandant de le lâcher. Elle était encore plus flippante à ce moment-là. La femme cessa ses avances et se rassit. Aussi brillant qu'était son plan, il était impossible à réaliser, car pour être membre du Glory Club, il devait passer par l'orphelinat de la gloire. Et bien que le vieux Pietro avait réellement grandi à l'orphelinat, le jeune homme devant elle était un parfait étranger qui n'avait aucune chance d'intégrer le Glory Club. Pietro répondit avec un sourire. Il avait trouvé un autre moyen, le seul moyen lui permettant d'infiltrer l'organisation, intégrer le lycée du Glory Group. Quelques jours plus tard, au sein du même lycée, un groupe de jeunes filles était rassemblé. Elles chuchotaient entre elles, leurs visages rougissants, éblouis par l'apparence séduisante du nouvel élève. Son air mystérieux avait chamboulé la gente féminine de l'école, chacune essayant de l'approcher à sa manière. Même l'enseignante n'était pas une exception. Mais Pietro, désormais appelé Kim Sang-soo, était insensible à leurs avances. Il avait une mission à accomplir. Vu de l'extérieur, le lycée du Glory Group semblait complètement normal. Mais en réalité, il existait pour le seul but de former de jeunes assassins, les préparant à intégrer les rangs de l'organisation. Une classe spéciale dédiée à cette tâche existait en son sein. Intégrer cette classe spéciale était le but de Kim Sang-soo et le seul moyen pour lui d'infiltrer le Glory Club. Entouré d'admirateurs, Sang-soo arriva à l'auditorium où un événement spécial avait lieu. La voix de la femme aveugle lui était transmise à travers un minuscule dispositif collé à son cou. Sa voix était inquiétée, lui rappelant que seuls les élèves provenant de l'orphelinat pouvaient intégrer la classe spéciale des assassins. Sang-soo demeura calme. Il y avait une exception unique à cette règle. Et bien qu'elle soit extrêmement rare, il avait sa petite idée sur la manière de procéder. Il monta sur le podium, sous le regard pétrifié de la femme aveugle et de son chien, qui le surveillait à travers un écran. Pas très net ce chien. Sang-soo prit possession du micro et parla à voix haute, attirant l'attention des élèves. Il commença par se présenter, précisant qu'il venait d'être transféré au lycée. Sa passion et son talent étaient le combat, et il était en réalité un assassin. Cette déclaration horrifia tout le monde, y compris la femme aveugle et son chien, bien sûr. Ailleurs, un groupe de personnes à la présence menaçante et armées jusqu'aux dents écoutait avec intérêt les mots du nouvel élève. C'était exactement son intention. Il allait se démarquer et les obliger à le recruter. Sang-soo, insoucieux, continua son discours, affirmant qu'il allait devenir un assassin studieux, laissant croire qu'il s'agissait d'une simple blague, ce qui apaisa son auditoire alarmé. Peu après être descendu du podium, Sang-soo se retrouva rapidement entouré par un groupe d'étudiants menaçants. Il crut que son plan avait fonctionné et que les élèves de la classe spéciale avaient été attirés par son appât. Mais à sa grande surprise, un grand gaillard, avec une cicatrice sur les lèvres, s'approcha de lui et l'accusa d'avoir séduit sa copine, Yejin. Sang-soo était confus. Qu'est-ce que c'était que cette histoire? Le gros gaillard, nommé Jang Yi-seul, était visiblement bouleversé. Des larmes coulaient sur son visage alors qu'il confrontait le nouvel élève. Comprenant la situation, Sang-soo décida de jouer le jeu. Cela pourrait être une bonne occasion d'attirer l'attention de la classe d'assassins. Le pauvre Jang Yi-seul était follement amoureux de Yejin. Après des mois d'efforts, elle avait enfin accepté de sortir avec lui. Tout était parfait jusqu'à l'arrivée du nouveau. Il avait séduit sa copine, qui n'avait désormais de yeux que pour lui. Impardonnable. Sans prévenir, il attaqua Sang-soo, mais ce dernier esquiva d'un mouvement rapide et plongea pour riposter. Jang Yi-seul, connu pour sa force dans le district entier, sentit pour la première fois la mort en voyant le poing de Sang-soo s'approcher à toute vitesse. Il ferma instinctivement les yeux, mais ne sentit aucun impact. Le poing devant lui s'était arrêté, puis une pichenette atterrit sur son front. Il tomba au sol, tremblant de frayeur. C'est alors qu'un enseignant intervint, réprimandant Sang-soo pour son comportement, avec un carton rouge. Pourquoi pas? Il le saisit ensuite par la joue, le traînant derrière lui. Voyant cela, Jang Yi-seul se releva et se mit à crier. Que personne ne le retienne. Il allait se faire la peau du nouveau, mais aussi triste que cela semblait, personne ne le retenait. Pendant ce temps, le groupe d'individus mystérieux discutait la situation présente. Le nouveau venu avait certainement attisé leur curiosité. Certains suggéraient d'attendre d'en savoir plus sur lui, tandis que d'autres trouvaient la situation amusante.
Le dernier proposa tout simplement de le tuer. Ok. De retour à l'auditorium, et pendant que Sang-soo était traîné par le professeur énervé, un visage familier, debout parmi les nombreuses admiratrices du nouvel élève, observait la scène avec stupeur. C'était la jeune fille qui avait essayé d'assassiner Pietro. Elle était horrifiée de le voir. Pourquoi était-il là? Comptait-il détruire l'école? Plus tard, alors qu'elle mangeait sur le banc de la cour, une Biol vit le jeune homme s'installer à côté d'elle, sursautant de surprise. Elle lui demanda ce qu'il faisait là. Sang-soo poussa un soupir exaspéré. Il fuyait la foule, qui le poursuivait. Il lui retourna alors la question, et elle répondit avec réticence qu'elle n'avait pas beaucoup d'appétit. Le jeune homme regarda alors le plateau, surplombé de nourriture sur ses jambes, puis marqua une pause. Encore heureux qu'elle n'ait pas d'appétit. La jeune fille tourna alors les yeux. Elle se souvenait clairement de la nuit où la pieuvre l'avait offerte en sacrifice au jeune homme. Ce dernier lui avait laissé la vie sauve, à une condition. Son rapport à l'organisation devait mentionner que le vieux Pietro avait tué la pieuvre et ses subordonnés. C'était là sa seule chance de survie. Une Biol avait gardé sa promesse, faite au terrifiant jeune homme. Pourquoi était-il donc venu la chercher? Ce dernier la regarda d'un air impassible. Il n'était pas venu spécialement pour la trouver. La jeune fille n'était pas convaincue malgré tout et continua à se plaindre. À cause de lui, l'organisation surveillait chacun de ses mouvements. Irrité, Sang-soo lui rappela que la seule raison pour laquelle elle était encore en vie était qu'il avait eu la gentillesse de la sauver. Elle retorqua alors qu'il ne l'avait pas sauvée et qu'elle avait survécu par elle-même. Exaspéré, Sang-soo lui céda la manche. Une Biol marqua une pause, puis parla d'un ton sérieux. Il ne connaissait rien à l'organisation. Il n'avait aucune idée de la peur que l'endroit pouvait inspirer, et il ne savait même pas qui elle était. Pensait-il réellement qu'un étranger tel que lui pouvait affronter l'organisation? Sang-soo avait l'air pensif. Il tourna la tête vers la jeune fille qui s'était levée pour partir. Sartek le plateau et pouvait l'aider à affronter l'organisation. Après tout, ils étaient tous deux dans le même bateau. Avec un ton sincère, il ajouta qu'il comptait sur elle. Une Biol, ou plutôt Yuna. Entendant cela, la jeune fille s'arrêta brusquement et se retourna, choquée d'entendre qu'il connaissait son vrai nom. Cependant, elle ne vit qu'un siège vide. Le jeune homme avait déjà disparu. Quelques jours plus tard, avait lieu la compétition d'athlétisme du lycée. Sur la piste de course, un certain Jonathan sprintait à toute allure. Il était considéré comme le Usain Bolt de l'école, détenant le record actuel du sprint de 400 mètres. Mais il semblait que son heure de gloire arrivait à sa fin à cause de ce fichu nouveau venu. Alors qu'il courait de toutes ses forces, un Sang-soo au visage impassible l'avait dépassé d'une bonne dizaine de mètres, ne semblant fournir aucun effort. Après la course, Sang-soo était immédiatement entouré de ses fans, tandis que Jonathan, en pleurs, était consolé par Jang-gi seul sur le bord du terrain. Derrière eux, une ombre mystérieuse observait le tout depuis les buissons. Plus tard, se tenait le test de vue périodique de l'école. Tous les élèves présents étaient choqués par les capacités inhumaines de Sang-soo. Ce dernier arrivait à lire les plus minuscules des éléments du tableau, sans même plisser les yeux. Et pendant qu'il démontrait involontairement sa vue d'aigle, la présence mystérieuse continuait de l'observer depuis l'ombre. Il était à présent temps de passer au cours de cuisine, où les élèves avaient comme tâche d'apprendre à couper les fruits de manière extravagante. Pensant que Sang-soo n'avait jamais tenu un couteau de sa vie, la vieille professeure et certaines de ses camarades l'initiaient à la tâche, lui demandant de faire attention. En bon acteur, Sang-soo leur dit simplement qu'il ferait de son mieux. Quelques minutes plus tard, il avait sculpté un lapin si bien fait qu'il semblait vivant, toujours sous le regard de l'ombre mystérieuse. Cette personne est un stalker, voilà, c'est dit. Ailleurs, un groupe d'élèves avait encerclé un enseignant de petite taille. Ils étaient de corvée de nettoyage, mais refusaient de faire leur part du travail. Voyant cela, l'enseignant les avait réprimandés, mais au lieu de s'excuser, les jeunes délinquants tenaient tête à leur professeur, l'insultant de tous les noms et allant même jusqu'à le menacer. L'enseignant était outré. Comment osait-il le traiter de la sorte? En guise de réponse, le meneur du groupe frappa violemment l'enseignant, le projetant au sol. L'un des voyous sortit alors son téléphone, excité à l'idée d'immortaliser le moment. Soudain, une voix retentit derrière eux. Quelle audace d'oser lever la main sur un enseignant. Sang-soo, tenant une poubelle, s'approcha du groupe de délinquants qui lui firent face, admettant sans scrupule d'avoir frappé leur enseignant. Le meneur du groupe s'exclama d'un ton menaçant. Il avait intérêt à dégager de là. Sinon quoi? La réponse de Sang-soo était très calme. Le délinquant cracha alors sur la chemise du jeune homme. Son regard devint glacial alors qu'il dévisageait son adversaire. Provoqué par son attitude, le meneur attaqua soudainement Sang-soo, qui se pencha en arrière, esquivant son coup de poing. Furieux, le délinquant se jeta sur lui, balançant ses poings à gauche et à droite, tous esquivés avec aisance par le jeune homme. Les yeux de Sang-soo étaient rivés sur son adversaire. Il esquiva une dernière attaque, puis saisit le col du délinquant, le projetant au sol avec une balayette.
Un de ses acolytes se rua vers Sang-Soo par derrière, une brique à la main, mais Sang-Soo était plus rapide. Le prenant au dépourvu, il balança son poing vers la brique, avec une force impressionnante, la brisant en petits morceaux. Peu après, le trio se tenait sagement devant le jeune homme, s'excusant de leur comportement, leur corps tremblant encore de peur. Après leur départ, Sang-Soo se tourna vers l'enseignant, qui préféra le réprimander d'une voix tremblotante, plutôt que de le remercier, ignorant son commentaire. Sang-Soo remarqua alors que l'un des voyous avait laissé tomber son téléphone et se pencha pour le ramasser, quand soudain derrière lui, l'enseignant qui semblait secoué par le choc, s'était élancé vers Sang-Soo, lui balançant un coup de pied destructeur vers la tête. Avec une expression inchangée, Sang-Soo bloqua le coup sans problème. L'enseignant sourit d'un air satisfait. Il avait vu juste, il n'était pas un jeune homme ordinaire. Sang-Soo le regarda d'un air interrogateur. Et l'enseignant lui indiqua alors le café qu'il tenait dans la main. Il avait affronté les deux délinquants, puis avait paré son attaque surprise, sans en déverser une seule goutte. Son tempérament changea drastiquement alors qu'il révéla ses bras solides, et il se mit à interroger le jeune homme. Où avait-il appris ces techniques? Non, pourquoi les avait-il appris? Entendant sa question, le visage de Sang-Soo s'emplit de haine. Il voulait se venger. On lui avait tout pris, son foyer, sa famille et tout son argent. Il n'avait plus rien à perdre à présent. L'enseignant fixa Sang-Soo des yeux, l'air pensif, et lui proposa de rejoindre leur club de bénévolat. Un message codé que le jeune homme déchiffra immédiatement. L'enseignant était l'un des tueurs du Glory Club. Son nom de code, l'instructeur, l'ombre mystérieuse qui le surveillait depuis son entrée au lycée, et notre fameux stalker. Sang-Soo accepta de rejoindre le club, et l'enseignant le guida vers une pièce, dans un couloir sombre du lycée. Une fois arrivé, le jeune homme mit la main sur la poignée de la porte et l'ouvrit, brûlant d'anticipation. Ce qu'il vit à l'intérieur le laissa sans voix. Une salle de classe tout à fait normale, avec des élèves qui semblaient étrangement ordinaires. L'enseignant prit alors la parole et présenta Sang-Soo au reste de la classe, un nouveau membre qui intégrait leur club de bénévolat. Assise au premier rang de la classe, Yuna, qui pensait toujours que le jeune homme en avait après elle, était choqué de le voir là. Sang-Soo lui fit un clin d'œil maladroit, ce qui l'effraya encore plus. Il se présenta ensuite aux membres du club avec un sourire, et intérieurement, il se demandait si ces jeunes gens étaient réellement des assassins formés par le Glory Club. Aussitôt qu'il avait fini de parler, une voix retentit au fond de la classe. Il s'en foutait de connaître son nom. Il voulait plutôt savoir ce qu'un étranger faisait là. Deux membres du club se tenaient devant Sang-Soo. Le premier était mince et élancé, et le deuxième, grand et musclé. Ils semblaient être les meneurs du club, irrités à l'idée qu'un non-membre de l'orphelinat puisse intégrer leur club. C'étaient les frères Dogo. L'aîné nommé Hyung était un combattant spécialisé en vitesse, et son frère, Jay, était un combattant spécialisé en lutte. Tous deux appartenant à la 58e génération de l'orphelinat. Devant leur regard menaçant, Sang-Soo se retint de révéler qu'il faisait partie de la fameuse première génération de l'orphelinat. L'enseignant intervint à ce moment-là, suggérant d'organiser une fête de bienvenue pour Sang-Soo. Les élèves semblaient enthousiastes à l'idée, certains proposant de préparer à boire. L'atmosphère joviale de la pièce changea soudainement. Tous les élèves présents avaient sorti leurs armes. Ils allaient préparer des boissons avec le sang du nouveau venu. Sang-Soo n'avait plus aucun doute. C'étaient bien des assassins formés par le Glory Club. Les frères Dogo se frayèrent un chemin dans la foule d'élèves. Ils allaient s'occuper du nouveau. Yuna essaya de les arrêter, sachant à quel point Sang-Soo était dangereux. Mais les deux ne voulaient pas entendre raison et la poussèrent hors de leur chemin. Qu'importe, elle les avait prévenus. Les deux frères se tinrent devant Sang-Soo, lui demandant s'il savait se battre. Ce dernier répondit modestement qu'il pouvait s'en sortir. En réalité, il avait mené plus de 1500 des batailles les plus sanglantes, mais ces deux-là n'avaient pas besoin de le savoir. Sans prévenir, les deux frères se jetèrent sur Sang-Soo, déterminés à en découdre avec lui. Leur attaque était parfaitement synchronisée, Hyung avec un poignard et Jay avec son poing monstrueux, mais Sang-Soo bloqua facilement leur attaque à main nue. Bien que surpris par la force de son adversaire, Hyung avait une expression terrifiante sur le visage. Cet endroit n'était pas un repère de voyous de quartier. Des gens comme lui ne pouvaient comprendre la raison pour laquelle ils risquaient leur vie. Son frère Jay, tout aussi sérieux, renchérit qu'ils allaient devenir les meilleurs assassins du monde, comme leur idole, le légendaire Pietro. Un gentil garçon de bonne famille n'avait pas sa place ici. Irrité, Sang-Soo les repoussa, se libérant de leur emprise. Leur manie de se finir les phrases de l'un l'autre lui tapait sur le système. Il se mit en position et les invita à l'attaquer ensemble. Son air arrogant avait provoqué la colère des deux frères. Ils n'avaient aucune idée du poids de leurs 18 ans d'entraînement. Ils se lancèrent sur lui, le traitant de jeune fou. Sang-Soo les regarda d'un air vexé. Ce jeune fou avait vécu pendant 65 ans. Un peu plus tard, les frères Dogo, transpirants et haletants, étaient entourés par leurs camarades de club, les félicitant d'avoir remis le nouveau à sa place.
Yang se vanta de n'avoir même pas utilisé la moitié de sa force. Le nouveau était tellement terrifié qu'il s'était enfui. Mais une seule personne n'avait pas gobé l'histoire. Dans un couloir faiblement éclairé, alors que Sang-Soo s'éloignait du club de bénévolat, il entendit une voix, l'appelant par derrière. C'était Yuna, qui l'avait suivi dehors en douce, ne comprenant pas pourquoi il avait ménagé les deux frères. Sang-Soo essaya de feindre l'ignorance, mais sans succès. Elle avait observé son combat de près, et à aucun moment, il n'avait mis de force dans ses poings. Il n'avait fait que jouer avec ses adversaires, depuis le tout début. Sang-Soo fit semblant d'être confus et prétendit faire toujours de son mieux pendant les combats. Cependant, la jeune fille n'était pas dupe. Contrairement aux deux frères qui semblaient avoir couru un marathon, ils n'avaient même pas commencé à transpirer. Exaspérée par son silence, Yuna le poussa contre le mur. Elle se rapprocha de lui et le regarda droit dans les yeux. Sa présence à l'école était déjà suspecte. Pourquoi cacher ses compétences réelles? Une chose était sûre, elle n'avait pas besoin de le tenir comme ça. Malgré tous ses efforts pour le faire avouer, Sang-Soo la regarda simplement avec une expression vide. Un silence gênant s'installa pendant un moment. Puis Sang-Soo glissa par terre, sous son bras, et s'échappa de son emprise, lui disant qu'il était l'heure de déjeuner. Le regardant partir, Yuna était extrêmement frustrée. De quel déjeuner parlait-il? Il était minuit passé. Plus tard dans la nuit, dans une station de bus, un chauffeur de petite taille sirotait son café, excité d'avoir pu louer son bus au prix d'1 million. Peu après, ses passagers étaient arrivés. Mais que voyait-il? Un seul homme avait-il loué le bus à 1 million pour lui seul? L'homme à lunettes acquiesça sa question. Il sera le seul à voyager. L'homme semblait transporter des valises, beaucoup trop de valises. Mais qu'importe, à ce prix, le chauffeur n'avait aucun problème. Il proposa de l'aider à les charger. Cependant, il fut interrompu par l'homme, qui l'empêcha de toucher aux valises. Son regard était terrifiant lorsqu'il lui demanda s'il voulait parier sur le contenu des valises. Un peu plus tard, pendant qu'il conduisait le bus, le chauffeur était encore secoué. Il n'avait pas accepté de parier. Mais une chose était sûre, son passager était dangereux. De plus, il était certain d'avoir vu l'une des valises bouger. Le lendemain à l'école, l'instructeur informa les élèves d'une nouvelle mission. Le client, Choi Eun-chang, président du groupe DA, était l'un des plus grands sponsors du Glory Club. Il leur expliqua que l'équipe qui réussira la mission recevra un certificat de bénévolat ainsi qu'une recommandation du président, ce qui signifie qu'ils deviendraient officiellement des assassins certifiés du Glory Club. L'instructeur révéla ensuite l'objectif de la mission. Il s'agissait de récupérer des adolescents kidnappés, dont l'un d'eux était le fils unique du président. Une des élèves fit remarquer que le client pouvait simplement laisser la mission de sauvetage à la police. L'enseignant acquiesça. C'était vrai, mais cette fois-ci, le sauvetage n'était qu'une partie de la mission. L'objectif principal du client était la vengeance. Cela dit, leur mission à eux consistait simplement à récupérer l'adolescent kidnappé. L'instructeur demanda alors aux élèves de lever la main s'ils étaient intéressés. Cependant, personne ne se porta volontaire. L'instructeur se mit à insister. Ils devaient attendre 2 ans de plus pour devenir des tueurs officiels. Sans cette offre, c'était une opportunité sans pareille pour obtenir rapidement leur certificat. Mais les élèves restaient indifférents. Certains pensaient qu'une tâche pareille devait être confiée à des adultes. C'est alors que les frères Doggo intervinrent, affirmant qu'ils étaient les seuls capables d'accomplir la tâche. Cependant, ils remarquent rapidement qu'ils n'étaient pas les seuls intéressés, car Sang-Soo et Yuna avaient tous deux la main levée. Yuna cria à Sang-Soo d'arrêter de l'imiter, mais il prétendit que sa main était levée avant. Les frères Doggo, excités à l'idée de la mission, demandèrent à l'instructeur s'ils devaient simplement y aller et tabasser un tas de gens. Mais l'instructeur les arrêta sur le champ. Pour commencer, ils devaient se rendre à un endroit très spécial. Entendant cela, le visage de Sang-Soo devint sérieux. C'était enfin sa chance d'infiltrer officiellement l'organisation. Le lendemain, ils se retrouvèrent dans un parc d'attractions bondé de gens. C'était là l'endroit spécial où allait se dérouler la mission et où ils devaient se fondre dans la masse pour récupérer les otages kidnappés. J'espère que vous avez aimé cette nouvelle histoire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager. À très bientôt pour la suite.